Salut mes amis. Louis Vuitton, un nom qui résonne aux quatre coins du monde. Aujourd'hui évalué à plus de 130 milliards de dollars, son nom est synonyme de luxe et d'exclusivité. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'avant tout ce succès, ce géant du luxe est né d'un début improbable. Fondé par un jeune homme qui, à l'adolescence, a vu sa vie s'effondrer, errant dans les rues et dormant dans les forêts de France, il luttait pour survivre sans accès à aucune forme d'éducation formelle, il semblait destiné à l'anonymat. Cependant, quelque chose de grand a commencé à naître en lui. Ce jeune homme sans ressources ni soutien allait devenir le créateur de l'une des marques les plus convoitées et les plus précieuses au monde. Pour mieux comprendre comment tout a commencé, revenons en arrière, en 1821, dans un petit village de France appelé Année. Louis Vuitton est né en 1821 et a passé son enfance à travailler dans la ferme de sa famille, située dans un village reculé appelé Année, en France, dans une région isolée sans électricité ni eau courante. Il a été élevé dans un environnement simple et difficile. Son père Xavier était meunier et agriculteur, tandis que sa mère Corinne confectionnait des chapeaux pour compléter le revenu familial. Rien n'indique que Louis ait reçu une éducation formelle. L'école la plus proche se trouvait à environ 10 km et on pense qu'il a passé ses journées à aider aux travaux agricoles familiaux sans apprendre à lire ni à écrire. Louis travaillait dans les champs de l'aube au crépuscule, produisant juste assez pour nourrir sa famille. Il est évident que les Vuitton étaient confrontés à de graves difficultés financières. Le jeune Louis est né dans une situation qui, à première vue, ne semblait pas offrir de perspectives d'avenir prometteurs. La vie de Louis a pris une tournure encore plus difficile à l'âge de 10 ans. Il a perdu sa mère et peu après, son père s'est remarié. Cependant, sa belle-mère s'est vite révélée extrêmement autoritaire et manipulatrice, créant des désaccords constants entre eux. Ces affrontements se sont intensifiés au point que Louis n'a plus supporté la situation. À seulement 13 ans, il a pris la décision de fuir sa maison dans l'espoir d'atteindre Paris. Sans dire au revoir, il est parti dans le silence de la nuit. Le problème, cependant, était que Paris se trouvait à 362 km et que Louis n'avait ni argent ni provisions. Sans autre option, il a dû parcourir de longues distances à pied sur des chemins de terre. La plupart des nuits, il s'abritait dans les forêts, l'estomac vide et seulement un manteau pour se réchauffer. Dans chaque nouveau village où il arrivait, il faisait quelques travaux en échange de nourriture ou de pièces de monnaie. Cependant, il n'y avait jamais assez d'argent pour se garantir un abri et il poursuivait ainsi son voyage, dormant dans la forêt ou là où il trouvait un abri pendant la nuit. Au cours de ses pérégrinations et des travaux qu'il a effectués, il a acquis diverses compétences d'artisan, apprenant à travailler le métal, la pierre, le tissu et le bois. Cet ensemble de compétences qu'il a développées au fil des ans allait changer sa vie. Cependant, devant s'arrêter pour travailler, le rythme du voyage était très lent. Il a fallu 3 ans à Louis pour enfin arriver à Paris. Peu après son arrivée, Louis a réussi à trouver un emploi d'apprenti dans une fabrique de malles de voyage et d'emballage. Les fabricants de malles créaient des pièces sur mesure pour les clients, en plus de les emballer et de les déballer chaque fois que nécessaire pendant leur voyage. Ce travail a permis à Louis d'entrer en contact avec de nombreuses personnes de la haute société qui cherchaient des malles personnalisées pour leur voyage. Il est resté à ce poste pendant plusieurs années, se consacrant au métier et s'efforçant d'apprendre le plus possible. En 1851, l'impératrice de France est devenue l'une de ses clientes et a rapidement reconnu l'excellence de son travail artisanal. Impressionnée par son habileté, elle a nommé Louis son fabricant de malles et emballeur personnel. Pour la plupart des artisans de malles de voyage de l'époque, c'était le plus grand honneur possible dans toute leur carrière. Louis, qui avait commencé son parcours comme un adolescent sans abri et sans ressources, occupait désormais un poste prestigieux dans le cercle de la royauté. Cette reconnaissance était déjà une réalisation remarquable en soi, mais Louis Vuitton avait des ambitions encore plus grandes pour l'avenir. À 33 ans, après son mariage, il a décidé d'utiliser ses économies pour franchir une étape audacieuse, ouvrir sa propre entreprise. Il a établi à Paris son propre atelier de fabrication de malles de voyage, commençant à vendre des produits sous sa marque. Louis avait identifié un problème majeur avec les malles de l'époque. Presque tout était en cuir et avait des dessus arrondis conçus pour faire couler l'eau de pluie. Cependant, cette conception rendait l'empilement difficile. Obligeant les emballeurs à transporter chaque malle individuellement, une tâche peu pratique. C'est pourquoi Louis a commencé à tester différents matériaux à utiliser et a découvert que la toile était un meilleur choix, plus légère, résistante et imperméable. Ce matériau permettait aux malles d'avoir des dessus plats, ce qui a révolutionné la conception des malles de voyage. Il était ainsi possible de les empiler de manière pratique,
facilitant le transport de plusieurs pièces à la fois et les rendant plus compactes et efficaces. La nouvelle forme créée par Louis a marqué le début des bagages modernes. À ce moment-là, Louis avait déjà consolidé sa réputation de professionnel et établi des relations précieuses avec l'élite. Dès qu'il a lancé sa nouvelle gamme de malles de voyage, elles ont connu un succès immédiat. Pour faciliter encore plus l'accès à ces produits, il a créé un catalogue exclusif Louis Vuitton, permettant aux clients de visualiser les produits disponibles et de passer des commandes sur mesure livrées directement à leur domicile. Quelques années seulement après le lancement de sa ligne innovante de malles de voyage, les produits Louis Vuitton ont commencé à être perçus comme un symbole de sophistication et de statut. Les posséder est devenu un désir parmi les riches, consolidant sa marque comme un accessoire indispensable pour l'élite. La marque Louis Vuitton est devenue si renommée que les commandes ont commencé à arriver de toutes les parties du monde. Même les membres de la royauté de lieux éloignés comme l'Égypte commandaient des malles. En 1859, grâce aux bénéfices accumulés, Louis a pu embaucher une équipe d'artisans pour l'aider à répondre à la demande croissante. Il a ouvert un nouvel atelier à la périphérie de Paris, employant 20 travailleurs pour soutenir la production. À cette époque, les voyages en train et en bateau se popularisaient rapidement, ce qui augmentait considérablement le nombre de clients potentiels. Voyager n'était plus un privilège exclusif des plus riches et des personnes de diverses classes sociales ont commencé à rechercher des bagages de haute qualité. Il semblait que Louis avait consolidé son succès et que l'avenir serait prometteur. Cependant, le destin avait d'autres plans. La France était au bord d'une guerre. Une nouvelle tragédie était sur le point de bouleverser la vie de Louis Vuitton. En 1870, alors que Louis avait 49 ans, la guerre franco-prussienne a éclaté, le forçant à abandonner sa maison et à se réfugier dans un abri surpeuplé avec des milliers de personnes. Les conditions étaient terribles, avec une pénurie de nourriture et des menaces constantes à la sécurité. Il craignait pour sa propre vie. Lorsqu'il a finalement pu retourner à son magasin en 1870, il n'a trouvé que des ruines. Les fenêtres étaient brisées, l'équipement avait été pillé et tout ce pour quoi il avait travaillé dur avait été détruit. Malgré cet énorme revers, Louis a refusé d'abandonner. Avec détermination, il a utilisé ses économies pour reconstruire l'entreprise, s'engageant à la rendre encore meilleure qu'avant. La guerre a laissé de nombreuses personnes déplacées et une abondance de biens immobiliers vides à louer à Paris. Il a profité de cette opportunité pour ouvrir son magasin dans un emplacement privilégié parmi les plus riches, dans un quartier aristocratique de la ville. Le nouveau emplacement était idéal. Il était situé à côté de la gare et du luxueux Grand Hôtel. C'était parfait. Cela signifiait que les voyageurs à la recherche de bagages de qualité n'avaient pas besoin de se donner du mal pour trouver les produits Louis Vuitton. En 1872, Louis a lancé un nouveau design de malles de voyage fabriquées en toile beige avec des rayures. Le style moderne a rapidement gagné en popularité, devenant un symbole de sophistication pour ceux qui aimaient afficher leur bon goût. Bien que de nombreuses autres marques aient tenté d'imiter son design, les malles Louis Vuitton étaient connues pour une qualité si exceptionnelle que les clients continuaient à préférer les malles Louis Vuitton authentiques. Au cours des 20 années suivantes, Louis est resté concentré sur son nouveau magasin à Paris, y travaillant jusqu'à sa mort à l'âge de 70 ans. Cependant, son héritage ne s'est pas perdu. Son fils Georges Vuitton a pris la direction de l'entreprise et s'est consacré à l'expansion mondiale de la marque, atteignant de nouveaux marchés. L'une de ses plus grandes réalisations a été l'ouverture d'un magasin phare à Londres, marquant l'entrée de Louis Vuitton sur la scène internationale. À mesure que la popularité de la marque augmentait, un nouveau défi est apparu, l'augmentation des contrefaçons. En 1896, Georges a pris une mesure audacieuse pour protéger l'authenticité de la marque en créant l'emblématique monogramme LV, un hommage aux initiales de son père, l'homme qui a fondé l'entreprise. De plus, il a introduit une serrure innovante pour les malles, conçue pour empêcher les vols, offrant sécurité et exclusivité aux clients de Louis Vuitton. Au début du XXe siècle, Louis Vuitton comptait déjà une équipe de 100 employés et continuait de croître de manière constante. Chaque employé passait par une période de formation approfondie nécessaire pour devenir un fabricant de boîtes hautement qualifié. Cette tradition d'excellence perdure encore aujourd'hui, les artisans de Louis Vuitton recevant entre 18 mois et 2 ans de formation avant d'être autorisés à produire un article de manière indépendante. L'entreprise a également commencé à diversifier sa gamme de produits, influencée par l'une des plus grandes figures de la mode de l'époque, Coco Chanel. En 1925, Chanel a commandé un petit sac compact en forme de dôme,
un design personnellement conçu par elle et créé exclusivement pour son usage. Finalement, ce sac a été produit à grande échelle et baptisé Alma. Le succès a été immédiat et a inspiré Louis Vuitton à élargir sa collection de petits sacs en cuir, lançant des modèles emblématiques tels que l'Épaule, le Speedy et le Noé. Avant ces innovations de Louis Vuitton, les sacs étaient souvent considérés comme trop grands ou trop volumineux et peu élégants, mais Louis Vuitton a joué un rôle crucial en redéfinissant ce concept, en les transformant en articles élégants, désirés et associés à la haute couture. Georges Vuitton est décédé en 1936 et la direction de l'entreprise est passée à son fils, Gaston Louis Vuitton. Cependant, Gaston a rejoint l'entreprise à une époque difficile, car en quelques années, la France entrait à nouveau en guerre, apportant de nouvelles incertitudes quant à l'avenir de la marque. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les contrats ont été annulés, forçant Gaston à fermer l'usine de Louis Vuitton. Paris était à nouveau sous le siège. La seule façon pour Gaston de protéger l'entreprise était de collaborer avec le régime nazi d'Allemagne. Bon, l'auteur du livre Vuitton, une saga française, en enquêtant dans les archives de l'entreprise, a demandé l'accès aux registres de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Immédiatement, les représentants de la marque ont tenté de l'empêcher d'accéder à ces informations, affirmant que tous les documents entre 1930 et 1945 avaient été brûlés dans un incendie. Cependant, après avoir mené d'autres recherches minutieuses dans d'autres archives historiques, il a révélé que Louis Vuitton avait réussi à ouvrir une boutique haut de gamme au rez-de-chaussée de l'hôtel du Parc pendant toute la période du régime nazi, car il collaborait avec le gouvernement allemand. Pendant ce temps, de nombreuses autres marques ont été contraintes de fermer leurs portes pour avoir refusé de collaborer avec les nazis. Louis Vuitton n'était évidemment pas fier de cette période de son histoire, mais justifierait sa position en affirmant que Gaston a fait le nécessaire pour assurer la survie de l'entreprise. D'autres noms de la mode tels que Coco, Chanel ont également collaboré avec les nazis pour s'assurer que leurs entreprises à Paris ne soient pas détruites. Sans cette collaboration avec l'ennemi, leur marque n'existerait probablement plus de nos jours. Avec la mort de Gaston, en 1970, son gendre Henri Racamier a pris la direction de Louis Vuitton. À partir de ce moment, la marque est passée à la 4e génération. Cependant, contrairement à ses prédécesseurs, Henri possédait déjà une vaste expérience dans le monde des affaires, fruit d'une entreprise qu'il avait dirigée auparavant. En prenant la direction de Louis Vuitton, il a été capable de porter la marque à un niveau totalement nouveau. Henri a mis en œuvre des changements significatifs, transformant Louis Vuitton d'une entreprise familiale en une grande entreprise mondiale telle que nous la connaissons aujourd'hui. Henri a transformé le modèle commercial de Louis Vuitton, passant de la vente en gros à la vente au détail. En 1978, il s'est étendu à de nombreux autres pays, dont le Japon. En seulement 6 ans et en s'adaptant à l'inflation moderne, les ventes ont grimpé de 20 à 260 millions de dollars en 1984, Henri a pris la décision d'introduire l'entreprise en bourse. Louis Vuitton a vendu 1 million d'actions évaluées à 3,63 $ chacune. Profitant de cet élan et de l'afflux de capital, Henri a accéléré l'expansion en ouvrant de nouveaux magasins dans le monde entier. En 1987, les ventes de Louis Vuitton ont atteint 1 milliard de dollars, un résultat bien au-delà de ce que Louis lui-même aurait jamais imaginé lorsqu'il a ouvert son magasin à Paris. De plus, Henri pensait que la marque devait s'associer à Moet Hennessy, un géant des boissons de luxe, connu pour la production de champagne et de cognac. Ensemble, ils ont formé le nouveau conglomérat de luxe LVMH. Cette fusion visait à rassembler des ressources et à accélérer encore l'expansion, permettant une expansion plus rapide et efficace. Mais malheureusement, après la fusion, Henri n'a pas réussi à établir une bonne relation avec le président de Moet Hennessy. Face à cette situation, il a fait appel à un entrepreneur immobilier à succès qu'il connaissait, nommé Bernard Arnault, pour l'aider à résoudre le problème. Cependant, l'inviter à devenir investisseur a été une grave erreur, car de manière discrète, Bernard a acquis 43% des actions de Louis Vuitton avec le soutien des familles Moet et Hennessy, ce qui lui a permis de gagner encore plus d'influence au sein de LVMH. Henri s'est senti trahi par celui qui l'avait fait venir pour l'aider, par conséquent, a poursuivi Bernard en justice, exigeant qu'il soit démis de ses fonctions d'actionnaire majoritaire de Louis Vuitton. Cependant, le tribunal a statué en faveur de Bernard. Révolté d'avoir été trahi par un ami, Henri a décidé de se retirer complètement de la gestion de Louis Vuitton. Pour la première fois en près d'un siècle, aucun membre de la famille Vuitton n'était plus impliqué dans la marque. Après l'acquisition tumultueuse effectuée par Bernard,
les ventes de Louis Vuitton ont chuté de manière significative. La marque a perdu l'attention des journalistes. Pendant un certain temps, il a semblé que l'entreprise allait faire faillite. Cependant, Bernard avait un plan pour renverser la situation. La reprise a commencé lorsque Louis Vuitton a entamé des collaborations avec des designers renommés. Lors de sa collection du 100e anniversaire, de grands noms tels que Vivienne Westwood et Isaac Mizrahi ont créé leur propre version du logo emblématique monogramme LV. Ces collaborations ont généré des produits innovants qui ont attiré l'attention des consommateurs. Bientôt, les sacs Louis Vuitton sont redevenus très convoités. L'investissement de Bernard dans la marque s'est révélé extrêmement lucratif. Il occupe aujourd'hui le poste de PDG de LVMH avec une fortune nette estimée à 233 milliards de dollars. Bien que les classements de richesse puissent varier en fonction des fluctuations des actions, Bernard figure presque toujours parmi les 5 personnes les plus riches de la planète, aux côtés de Bezos, Warren Buffett, Bill Gates et Elon Musk. Bernard Arnault est sans aucun doute le moins connu, préférant rester à l'écart des projecteurs. Cependant, sa réputation dans les affaires est incontestable, étant si implacable qu'il a gagné le surnom de « loup de Cachemire ». Cette concentration rigoureuse sur le succès commercial a abouti à la création d'un empire composé de plus de 70 marques de luxe, fruit des acquisitions que Bernard a menées au fil des ans. LVMH, sous sa direction, détient certaines des marques les plus exclusives au monde, mais tout cela a commencé avec un adolescent humble et sans ressources. Arrivé au sommet, Louis Vuitton a continué à diversifier son image en incorporant des styles modernes et vibrants qui ont conquis un public plus jeune. En 1997, Marc Jacobs a pris le poste de directeur créatif, apportant des innovations significatives à la marque. Il a été responsable de la création de la première ligne de prêt-à-porter et de la populaire collection de sacs monogrammes vernis. De plus, Marc Jacobs a étendu LV à de nouvelles catégories telles que les montres, les bijoux et les lunettes de soleil avant de finalement quitter la marque pour lancer sa propre ligne de vêtements et d'accessoires. Bien sûr, Louis Vuitton a également rencontré des défis. La marque compte une équipe d'avocats dédiée à identifier et à combattre la violation des droits d'auteur et n'hésite pas à prendre des mesures légales contre ceux qu'elle considère comme copiant son logo. Lors d'une action notable, l'entreprise a même poursuivi Google pour les résultats de recherche et les publicités qui dirigeaient les consommateurs vers des contrefaçons de ses sacs. Google a gagné le procès, en arguant qu'il n'avait aucun contrôle sur le contenu que ses utilisateurs publiaient sur Internet. De plus, Louis Vuitton a établi des partenariats avec des marques comme Supreme, ce qui a contribué à élargir son public. Cependant, de manière surprenante, Louis Vuitton a également poursuivi Supreme en justice, l'accusant de copier son logo. Finalement, Louis Vuitton a réalisé l'énorme potentiel financier de ses collaborations. Aujourd'hui, les articles issus du partenariat avec Supreme sont revendus à des prix exorbitants. Un exemple en est la Malan cuir qui peut être acquise pour la somme impressionnante de 125 000 $ américains. Même un sweatshirt LV Supreme dépasse les 5 000 $ américains. Le problème des contrefaçons auxquelles Louis Vuitton a été confronté dès les premiers jours de son histoire représente toujours un défi significatif pour la marque. On estime que chaque année, l'entreprise perd des centaines de millions de dollars en raison des imitations de ses produits. Cependant, même après 170 ans d'existence sur le marché, Louis Vuitton ne montre aucun signe de ralentissement. La marque continue d'être un symbole de statut, avec une large base de consommateurs aspirant à posséder ses produits. Actuellement, Louis Vuitton est la marque de mode la plus précieuse au monde, avec une évaluation de plus de 130 milliards de dollars. Avec plus de 400 magasins répartis sur la planète, il est possible de trouver un magasin Louis Vuitton dans presque toutes les grandes villes du monde. Quelle est votre opinion sur Louis Vuitton ? Croyez-vous que le prix élevé est uniquement le résultat de la renommée de la marque ? Ou pensez-vous que la qualité exceptionnelle de ses produits justifie les valeurs ? Partagez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette belle trajectoire de succès. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À bientôt pour une nouvelle personnalité.